À Ouagadougou, l'apparition de 1000 bus neufs redessine brutalement des trajets urbains, longtemps fragmentés, visibles dès les premières semaines dans toute la capitale. Financés sans dette extérieure par l'or et le coton nationaux, ces véhicules promettent mobilité accrue, emplois locaux, audits publics réguliers et imposent un test immédiat de souveraineté économique dans un pays sous pression sécuritaire constante. Que signifie ce pari concret pour les familles PC, pour la ville entière et pour Ibrahim Traoré face à des marchés mondiaux volatiles aujourd'hui et demain? Un modèle africain contraint émerge, observé de près, potentiellement imité à court terme. Cette analyse propose d'examiner ce que révèle réellement le projet des 1000 bus au-delà de son image spectaculaire et de son impact immédiat dans les rues de Ouagadougou. L'objectif est clair. Comprendre en quelques minutes si ce choix audacieux ouvre une voie crédible de développement autonome ou s'il expose le pays à un risque structurel majeur à moyen terme. Le projet concentre en effet des tensions rarement réunies: guerre interne persistante, pression terroriste continue, dépendance à des ressources naturelles volatiles et exigence de résultats rapides pour une population urbaine éprouvée. Il oblige surtout à reconsidérer la souveraineté économique non comme un slogan politique, mais comme une suite de décisions budgétaires concrètes, mesurables et vérifiables. Chaque bus en circulation renvoie à des arbitrages précis entre investissement initial, coût de maintenance, formation locale et résilience financière. Dans ce contexte, Ibrahim Traoré ne cherche pas seulement à améliorer la mobilité urbaine, mais à produire un signal lisible capable de restaurer une forme de confiance collective. L'enjeu pour le lecteur est donc double: évaluer la solidité de cette stratégie et mesurer ce qu'elle implique concrètement pour la trajectoire économique du Burkina Faso. Plus de 401 millions de dollars ont été mobilisés sans dette extérieure, uniquement à partir de l'or et du coton nationaux. Ce chiffre, engagé en pleine guerre interne, place immédiatement le projet des 1000 bus dans une catégorie exceptionnelle en Afrique contemporaine. Cette initiative ne surgit pas dans un vide politique ou économique. Le Burkina Faso traverse une période marquée par une insécurité persistante, une pression terroriste élevée et une défiance ancienne envers les modèles de développement fondés sur l'endettement extérieur. Dans ce contexte contraint, le pouvoir cherche un levier visible, rapide et mesurable, capable de produire un effet tangible sur la vie quotidienne urbaine. Le choix du transport public répond précisément à cette exigence de lisibilité. À Ouagadougou, avant le projet, la mobilité reposait largement sur des minibus vétustes, irréguliers et saturés. Les déplacements quotidiens représentaient un obstacle concret à l'accès au travail, à l'éducation et aux soins. Introduire une flotte structurée de bus ne relève donc pas d'un symbole abstrait, mais d'une intervention directe sur un point de friction majeur de la ville. Le changement est perceptible dès les premiers trajets, sans nécessiter de longs délais d'attente. Ibrahim Traoré transforme ainsi une contrainte en démonstration. En mobilisant des ressources internes, il cherche à montrer qu'un État sous pression peut agir sans recourir immédiatement aux financements extérieurs. Les bus deviennent alors un instrument, mais surtout un signal politique et économique destiné autant à la population qu'aux observateurs régionaux et internationaux. Ce cadre explique la logique de concentration du projet. Plutôt que de disperser les investissements, le pouvoir mise sur un secteur capable de générer des effets en chaîne: emploi local, formation technique, productivité urbaine et confiance collective. La visibilité du dispositif renforce cette dynamique, car chaque ligne mise en service rend l'effort financier immédiatement perceptible. La question centrale reste ouverte. Cette démonstration initiale
Suffit-elle à enclencher une trajectoire durable ou ne constitue-t-elle qu'un instant favorable dans un environnement structurellement instable? Pour saisir l'impact concret du projet, il faut quitter les annonces officielles et suivre les trajectoires individuelles qu'il a déjà modifiées dans la capitale. Le premier repère est celui d'un jeune technicien formé dans les ateliers réorganisés de Ouagadougou. Avant le lancement des 1000 bus, son horizon professionnel se limitait à des emplois informels, précaires et mal rémunérés. En quelques mois, il acquiert des compétences mécaniques certifiées, participe à l'assemblage et à la maintenance des véhicules et intègre une économie formelle structurée. Le changement est discret mais décisif pour sa stabilité future. Un second personnage guide se dessine du côté des usagers. Une employée vivant en périphérie réduisait auparavant ses déplacements pour éviter des trajets longs et imprévisibles. L'arrivée de lignes régulières modifie son quotidien de manière tangible. Les horaires deviennent plus fiables, l'accès au travail et aux services publics se stabilise et la fatigue liée aux transports diminue. Pris isolément, ces gains semblent modestes. Additionnés à l'échelle de milliers de foyers, ils transforment cependant le rythme urbain. Ces deux trajectoires illustrent une logique commune. Le projet ne vise pas uniquement la circulation des bus, mais l'activation simultanée de plusieurs leviers. Emploi local, montée en compétences, productivité quotidienne et sentiment de normalité dans un environnement instable. En reliant les quartiers périphériques au centre, le réseau agit comme un accélérateur silencieux, réduisant les frictions qui freinaient l'activité économique ordinaire. Toutefois, ces effets restent précoces et concentrés. Ils dépendent de la continuité de l'exploitation, de la qualité de la maintenance et de la capacité à absorber des chocs économiques. À ce stade, l'expérience montre surtout qu'une politique ciblée peut produire des résultats visibles rapidement, sans garantir encore leur permanence. Tout commence par une décision de rupture prise dans un contexte où la prudence aurait été l'option dominante. En pleine guerre interne et sous pression sécuritaire constante, le pouvoir burkinabé tranche. Le projet des 1000 bus sera financé sans aucun recours à la dette extérieure. Cette décision n'est pas annoncée comme un symbole, mais comme un engagement opérationnel immédiat. Ibrahim Traoré valide ce choix comme un acte fondateur, à la fois économique et politique, assumant d'emblée les contraintes qu'il implique. La phase d'activation est rapide. Les dépôts de Ouagadougou sont réaménagés, les flux financiers issus de l'or et du coton sont redirigés et les premières commandes de composants sont lancées sans phase pilote prolongée. Le calendrier est volontairement serré. Chaque semaine compte car le projet doit produire des effets visibles avant que le scepticisme ne s'installe. Cette compression du temps transforme la mise en œuvre en test permanent de coordination administrative et technique. Vient ensuite la montée en puissance, premier moment de tension réelle. Les pièces arrivent de manière échelonnée, parfois irrégulière. Les équipes locales doivent apprendre en produisant sous contrainte de délai. Chaque retard technique se répercute immédiatement sur l'ensemble du planning. Les ateliers fonctionnent à flux tendu avec peu de marge de manœuvre. Des milliers de jeunes sont formés en accéléré au métier de l'assemblage, de la mécanique et de la logistique. Cette phase révèle une contrainte centrale du modèle. L'absence de financements externes supprime les amortisseurs habituels. Chaque problème doit être résolu en interne, sans possibilité de rallonge budgétaire rapide. Le point culminant survient avec la mise en circulation progressive des premiers bus. La ville change de rythme. Des lignes visibles apparaissent, les horaires se stabilisent et les habitants commencent à adapter leurs déplacements. Le scepticisme initial cède la place à une adoption pragmatique. Ce basculement est crucialement crucial. Le projet cesse d'être une promesse politique pour devenir une infrastructure vécue au quotidien. À ce stade, la crédibilité ne se joue plus dans les discours,
mais dans la régularité des trajets et la fiabilité du service. Cette phase s'accompagne d'un effort de transparence inédit. Les audits financiers sont publiés, les dépenses détaillées et chaque étape est présentée comme une preuve de gestion maîtrisée. Ibrahim Traoré insiste sur ce point. Sans contrôle public visible, la démonstration perdrait sa valeur. La transparence devient ainsi un outil stratégique destiné à renforcer l'acceptabilité sociale et à désamorcer les critiques internes. Puis viennent les répliques moins spectaculaires mais déterminantes. L'exploitation quotidienne révèle de nouveaux défis. Maintenance continue, disponibilité des pièces, formation des conducteurs, gestion des flux aux heures de pointe. Chaque bus immobilisé devient un signal négatif potentiel. Pour y répondre, une industrie locale de maintenance commence à se structurer. Les équipes apprennent à réparer, adapter et optimiser, réduisant progressivement la dépendance aux fournisseurs extérieurs. Cette dernière phase marque un glissement stratégique. Le projet ne repose plus seulement sur l'investissement initial, mais sur la capacité à durer. La séquence complète révèle ainsi une dynamique en trois temps: activation audacieuse, montée sous contrainte, puis stabilisation précaire. Chaque succès renforce l'argument de l'autonomie. Chaque difficulté rappelle l'absence de filet de sécurité. C'est dans cet équilibre instable que se joue désormais la portée réelle du projet. Le point de comparaison initial est net. Avant le lancement du projet, le système de transport urbain de Ouagadougou reposait sur une offre fragmentée, largement informelle et peu fiable. Après le déploiement progressif des 1000 bus, un premier indicateur s'impose. Sur les axes les plus fréquentés, les temps de trajet moyens ont diminué d'environ 30%. Cette baisse constitue le passage du désordre à une régularité mesurable, avec des effets immédiats sur l'organisation quotidienne. Ce premier chiffre appelle une clarification essentielle. Une réduction de 30% du temps de déplacement ne représente pas seulement un gain de confort. Elle se traduit par un accès plus régulier au travail, à l'école et aux services de santé, ainsi que par une diminution de l'incertitude horaire. Dans un environnement urbain sous tension, cette prévisibilité agit comme un multiplicateur silencieux de productivité et de stabilité sociale. Le deuxième indicateur structure la lecture financière du projet. Plus de 80 millions de dollars ont été investis sans recourir à la dette extérieure. En pratique, cela signifie que chaque dollar engagé provient directement des revenus de l'or et du coton nationaux. Contrairement aux projets financés par des prêts multilatéraux, il n'existe ici ni étalement du remboursement ni période de grâce. Chaque dépense doit produire un effet rapide car elle n'est protégée par aucun mécanisme d'amortissement externe. Cette contrainte modifie profondément la logique budgétaire. Le financement interne impose une discipline immédiate dans l'allocation des ressources. Les choix sont resserrés, les priorités hiérarchisées et les marges d'erreur réduites. Pour Ibrahim Traoré, ce cadre constitue à la fois une limite et un argument. Il oblige à concentrer l'investissement sur des actifs visibles et à impact direct plutôt que sur des programmes diffus aux résultats différés. Le troisième indicateur concerne l'emploi. Le projet a généré plus de 10 000 emplois directs et indirects répartis entre l'assemblage, la maintenance, la gestion du réseau et les activités connexes. Ce volume dépasse celui d'une simple exploitation de transport public. Il révèle l'émergence d'une chaîne de valeur locale où la formation technique joue un rôle central. Chaque poste créé correspond à une compétence acquise, potentiellement réutilisable dans d'autres secteurs mécaniques ou industriels. Ces chiffres doivent toutefois être interprétés avec prudence. La réduction des temps de trajet reste concentrée principalement dans la capitale et ses périphéries immédiates. L'impact économique demeure donc spatialement limité.
De même, les emplois créés dépendent étroitement du maintien de la flotte en circulation. Une baisse prolongée des revenus issus de l'or ou du coton fragiliserait directement cette dynamique. Un dernier élément chiffré mérite attention, bien qu'il soit indirect. La publication régulière des audits financiers introduit un mécanisme de stabilisation non monétaire. La transparence réduit le risque de détournement, améliore la confiance interne et renforce l'acceptabilité sociale du projet. Dans un contexte de défiance historique envers la gestion publique, cet effet agit comme un facteur de performance complémentaire. Pris ensemble, ces indicateurs dessinent une trajectoire cohérente mais conditionnelle. Ils démontrent la faisabilité opérationnelle à court et moyen terme, sans prouver encore la soutenabilité à long terme. Ibrahim Traoré s'appuie sur ces données pour défendre l'idée qu'un État sous contrainte sécuritaire peut mobiliser efficacement ses ressources internes, à condition d'en mesurer précisément les résultats. La question décisive demeure ouverte. Ces chiffres résisteront-ils aux chocs externes et au cycle des marchés mondiaux, ou ne constituent-ils qu'une photographie favorable dans une séquence instable? Les critiques du projet avancent d'abord un argument de vulnérabilité macroéconomique. Financer une infrastructure majeure à partir de deux matières premières expose mécaniquement le dispositif aux fluctuations des marchés mondiaux. L'or et le coton peuvent connaître des variations rapides, indépendantes des décisions nationales. Dans un pays soumis à une pression sécuritaire élevée, une baisse prolongée des revenus pourrait réduire la capacité à entretenir la flotte, à payer les salaires et à renouveler les équipements. Selon cette lecture, l'absence de dette extérieure supprime un amortisseur financier traditionnel plutôt qu'elle ne renforce la résilience. Un second argument porte sur le risque de concentration géographique et sectorielle. Les bénéfices observés se concentrent largement à Ouagadougou, laissant de côté une grande partie du territoire. Les emplois créés, bien que significatifs, restent liés à un secteur unique. Les détracteurs estiment qu'un choc touchant le transport urbain produirait des effets en cascade sur l'emploi et la productivité locale. Dans cette perspective, le projet serait efficace à court terme, mais insuffisamment diversifié pour constituer une base de développement équilibrée. Ces critiques méritent d'être prises au sérieux, car elles identifient des failles structurelles réelles. Toutefois, les éléments observables apportent une réponse partielle mais tangible. La dépendance aux matières premières est assumée comme un levier stratégique plutôt qu'un angle mort. En l'absence de dette, la contrainte budgétaire est immédiate et visible, ce qui renforce la discipline dans l'allocation des ressources. Les audits publics réguliers réduisent le risque de mauvaise gestion et limitent les dérives, même en période de tension. Sur le plan sectoriel, les données montrent que la chaîne de valeur dépasse le simple transport. La formation technique, la maintenance locale et l'assemblage créent donc des compétences transférables vers d'autres activités mécaniques. Autrement dit, l'investissement ne se limite pas à des actifs roulants, mais construit un capital humain réutilisable. Cette dimension atténue, sans l'annuler, le risque de concentration. Enfin, l'argument géographique évolue avec le temps. Le choix de commencer par la capitale répond à une logique d'impact rapide et mesurable. Il s'agit d'une phase test, non d'un aboutissement. Ibrahim Traoré présente cette séquence initiale comme une démonstration destinée à produire des preuves avant toute extension prudente. Le débat reste donc ouvert, mais il s'appuie désormais sur des faits observables plutôt que sur des hypothèses abstraites. Et c'est ici que la phase la plus décisive commence. À ce stade, le projet cesse d'être seulement un programme de transport pour devenir un révélateur de méthode. Ce qui modifie la lecture n'est plus le nombre de bus en circulation, mais la capacité de l'État à coordonner financement interne, production locale, exploitation quotidienne et contrôle public dans un environnement fortement contraint. La réussite partielle observée montre qu'un investissement visible
peut servir de colonne vertébrale à une organisation économique plus large. Le véritable basculement intervient lorsque la maintenance commence à être assurée majoritairement par des équipes locales. Ce détail, souvent relégué au second plan, transforme l'équation du risque. Tant que l'entretien dépend de fournisseurs extérieurs, chaque panne menace l'ensemble du système. En internalisant progressivement ses compétences, le projet réduit son exposition opérationnelle, même si la contrainte financière demeure entière. Ibrahim Traoré s'appuie sur cette évolution pour déplacer le débat public. La question n'est plus seulement de savoir s'il est possible de financer sans dette, mais s'il est possible d'apprendre assez vite pour durer sans dépendance technique. Cette nuance transforme la souveraineté économique en processus continu plutôt qu'en état final. Ce point médian éclaire aussi les limites. La méthode fonctionne tant que la coordination reste étroite et la transparence maintenue. Un relâchement sur l'un de ces fronts fragiliserait immédiatement l'ensemble. Le projet entre ainsi dans une phase décisive où chaque ajustement compte davantage que l'annonce initiale. Pour les institutions publiques, les effets du projet se manifestent d'abord dans la gestion quotidienne de la ville. La régularité accrue des lignes et la visibilité des horaires facilitent la planification urbaine et réduisent la pression exercée par des réseaux informels difficiles à contrôler. La baisse d'environ 30% des temps de trajet sur certains axes améliore l'accès aux services publics essentiels, notamment les écoles et les centres de santé. Cette amélioration n'est pas uniquement logistique. Elle renforce la crédibilité de l'action publique dans un contexte où la confiance institutionnelle est fragile et souvent mise à l'épreuve. Pour les entreprises et les acteurs économiques, l'impact se concentre sur la productivité. Des déplacements plus courts et plus prévisibles réduisent les retards, stabilisent les horaires de travail et fluidifient les échanges commerciaux urbains. Les petites activités dépendantes de la mobilité quotidienne, comme le commerce de proximité, et les services bénéficient directement de cette régularité. La création de plus de 10 000 emplois directs et indirects stimule également la demande locale. Cet effet de revenu interne alimente un cercle économique resserré, concentré sur la capitale, mais perceptible à court terme. Du point de vue des habitants, les conséquences sont plus diffuses, mais profondément structurantes. Les familles vivant en périphérie gagnent un accès plus fiable au centre-ville, ce qui élargit leurs opportunités professionnelles et éducatives. Le temps libéré par la réduction des trajets se transforme en heures supplémentaires pour le travail, la vie familiale ou le repos. Cette amélioration du quotidien, rarement visible dans les indicateurs macroéconomiques, joue un rôle décisif dans l'acceptation sociale du projet. Elle ancre la politique publique dans une expérience vécue, répétée chaque jour. À l'échelle régionale, les effets restent indirects mais déjà observables. Le projet attire l'attention de pays confrontés à des dilemmes similaire entre souveraineté économique et contraintes budgétaires. Il est suivi comme une expérience plutôt que comme un modèle prêt à l'emploi. Les observateurs régionaux s'intéressent particulièrement à la capacité du Burkina Faso à maintenir la flotte, à financer l'entretien et à résister aux fluctuations des prix de l'or et du coton. Dans ce cadre, l'initiative fonctionne comme un laboratoire à ciel ouvert dont chaque évolution est scrutée. Ibrahim Traoré relie explicitement ses conséquences à une vision politique plus large. Il présente les gains de mobilité, d'emploi et de compétences locales comme des preuves que la souveraineté économique peut produire des résultats tangibles à court terme. Toutefois, ce discours s'accompagne d'une prudence stratégique. Les bénéfices observés restent concentrés géographiquement et dépendants d'un équilibre financier délicat. Ils ne constituent pas encore une transformation nationale, mais une accumulation d'effets conditionnels. Ainsi, les conséquences du projet ne sont ni uniformes ni définitives.
Elles dessinent une mosaïque d'impact positif mais fragile, variable selon les acteurs et les territoires. C'est précisément cette hétérogénéité qui rend l'expérience pertinente. Elle montre ce que la souveraineté économique permet déjà et ce qu'elle n'a pas encore sécurisé dans la durée. Le scénario de base repose sur une stabilisation prudente du dispositif existant. Dans cette trajectoire, la flotte actuelle est maintenue en fonctionnement sans extension majeure. Les revenus issus de l'or et du coton restent suffisants pour couvrir les coûts de maintenance, tandis que les recettes liées à l'exploitation du réseau contribuent partiellement aux dépenses opérationnelles. L'objectif n'est pas l'expansion, mais la fiabilité. Ce scénario consolide l'expérience comme preuve de faisabilité dans un environnement contraint, sans prétendre à une transformation structurelle à l'échelle nationale. Un scénario plus favorable suppose une conjoncture internationale relativement stable et une situation sécuritaire qui ne se dégrade pas. Les prix des matières premières se maintiennent à un niveau soutenable. La coordination administrative reste efficace et la maintenance locale gagne en maturité. Dans ce cas, le projet pourrait être étendu progressivement à d'autres centres urbains, avec la création de nouveaux ateliers et l'élargissement des programmes de formation. L'enjeu serait alors de transformer une réussite concentrée en levier de politique industrielle plus large, sans renoncer au principe de financement interne. Cette trajectoire renforcerait la crédibilité régionale du modèle et ouvrirait la possibilité de partenariats ciblés, choisis plutôt que subis. Le scénario de tension met en lumière les fragilités du dispositif. Une baisse brutale des revenus liés à l'or ou au coton, combinée à une intensification de la pression sécuritaire, réduirait la capacité à financer l'entretien et le renouvellement de la flotte. Des immobilisations prolongées affecteraient la régularité du service puis la confiance des usagers. À moyen terme, l'acceptabilité politique du projet serait fragilisée. Dans cette configuration, le débat sur le recours à des financements externes referait surface, non comme choix idéologique, mais comme réponse à une contrainte opérationnelle immédiate. Face à ces trajectoires contrastées, une recommandation de méthode s'impose. Plutôt que de parier sur un scénario unique, la stratégie la plus robuste consiste à préserver la flexibilité. Cela implique d'ajuster le rythme d'expansion, de renforcer la maintenance locale avant toute extension et de diversifier progressivement les sources de revenus internes. La transparence financière doit rester un pilier car elle constitue un stabilisateur essentiel en période d'incertitude. Ibrahim Traoré présente cette approche conditionnelle comme une manière de gouverner sous contrainte, en acceptant l'incertitude sans figer l'avenir dans une promesse irréversible. Les scénarios ne tracent pas un destin. Ils dessinent un champ de possibles dont la valeur réside dans la capacité à guider des décisions adaptatives au fil des mois à venir. Pour les travailleurs urbains, l'effet le plus immédiat concerne la gestion du temps. Des trajets plus courts et plus prévisibles réduisent l'incertitude quotidienne liée au déplacement. Cette stabilité améliore la ponctualité, limite la fatigue accumulée et permet une organisation plus fiable entre obligations professionnelles et vie familiale. L'impact est discret, mais il s'exerce chaque jour, produisant une forme de sécurité fonctionnelle dans un environnement marqué par l'instabilité. Chez les jeunes en formation, la transformation et c'est plus structurante. L'accès l'accès à des ateliers d'assemblage et de maintenance offre des compétences techniques concrètes, rapidement certifiables et directement mobilisables. Ces savoir-faire dépassent le cadre du transport public. Ils peuvent être transférés vers d'autres secteurs mécaniques ou industriels, élargissant les perspectives professionnelles. Pour une génération souvent confrontée au chômage ou à l'informalité, cette expérience représente une insertion durable plutôt qu'une opportunité ponctuelle.
Pour les familles vivant en périphérie, les changements se mesurent en possibilités nouvelles. Un accès plus régulier au centre-ville facilite la fréquentation des écoles, des structures de soins et des marchés. Les décisions quotidiennes ne sont plus dictées uniquement par la distance ou l'imprévisibilité des transports. Cette ouverture progressive réduit certaines inégalités urbaines, même si elle ne les efface pas totalement. Elle modifie néanmoins la perception de ce qui est accessible ou non dans la ville. Enfin, pour les citoyens observateurs, le projet agit comme un repère symbolique. Voir une infrastructure fonctionner sans financement extérieur, visible, modifie la perception de l'action publique. Cette dimension psychologique ne remplace pas les indicateurs économiques, mais elle influence l'adhésion collective. Elle nourrit l'idée que des résultats tangibles peuvent émerger d'un effort interne discipliné. Ainsi, l'impact humain du projet ne se résume pas à un bénéfice unique. Il se décline selon les situations, les âges et les territoires, dessinant une transformation progressive des attentes et des comportements. C'est dans cette accumulation de changements ordinaires que le dispositif trouve une part essentielle de sa portée. La première priorité consiste à inscrire la transparence financière dans la durée. La publication régulière des audits doit devenir une pratique institutionnelle stable, avec des indicateurs simples et lisibles pour le public. Cette clarté limite les soupçons, renforce la confiance collective et réduit les risques de dérive dans un contexte de ressources contraintes. Sans ce socle, toute consolidation du projet resterait fragile. La deuxième étape vise à professionnaliser durablement les compétences locales. Les formations initiales doivent être complétées par des programmes continus pour les conducteurs, mécaniciens et gestionnaires du réseau. L'enjeu n'est pas seulement de maintenir les bus en circulation, mais de construire une expertise nationale capable d'anticiper les pannes et d'optimiser les coûts. Ibrahim Traoré présente cette montée en compétences comme une condition centrale de la résilience opérationnelle. Troisièmement, la diversification progressive des sources de financement interne devient indispensable. Sans renier le rôle central de l'or et du coton, l'État peut développer des revenus complémentaires liés à l'exploitation du réseau, à la publicité urbaine ou à des services associés. Cette diversification n'élimine pas le risque, mais elle amortit les chocs liés au cycle des matières premières. La quatrième étape concerne une extension territoriale maîtrisée. Toute projection vers d'autres villes doit s'appuyer sur des capacités locales déjà préparées, avec des ateliers fonctionnels et des équipes formées en amont. Un déploiement trop rapide diluerait les ressources et affaiblirait la maintenance existante. La prudence devient un outil de performance. Enfin, l'implication des citoyens constitue un levier souvent sous-estimé. Des mécanismes de consultation régulière sur les lignes, les horaires et les besoins locaux renforcent la légitimité du dispositif. Ibrahim Traoré insiste sur cette participation comme un instrument de pilotage autant que comme un signal politique. Cette feuille de route ne garantit pas le succès. Elle définit toutefois des points de contrôle concrets, mesurables et ajustables, nécessaires pour transformer une réussite initiale en trajectoire soutenable. Dans les ateliers de Ouagadougou, un geste revient chaque jour, presque banal. Ajuster une pièce, vérifier un circuit, préparer un bus avant sa mise en service. Ce geste relie l'ensemble du projet à quelque chose de plus profond qu'une politique publique. Il incarne l'idée de produire, réparer et décider localement, malgré la guerre et l'incertitude économique qui pèsent en permanence. Ce motif renvoie aux effets observés depuis les premières mises en circulation. Des compétences ont été acquises, une mobilité plus fiable s'est installée et une confiance partielle s'est reconstruite dans l'action publique. Rien de spectaculaire pris isolément, mais une transformation concrète, visible dans la ville et dans les trajectoires individuelles. Chaque bus qui circule rappelle que la souveraineté économique ne se proclame pas, elle se pratique.
Ibrahim Traoré inscrit cette image au cœur de son discours politique. Il ne promet pas une réussite définitive, mais une direction assumée, fondée sur l'effort interne, la discipline budgétaire et la responsabilité publique. Cette posture résonne dans un contexte africain marqué par la lassitude face aux modèles importés et aux promesses non tenues. Rien n'est acquis et tout peut encore basculer. Mais l'expérience laisse déjà une trace durable, celle d'un pays qui tente, ajuste et s'apprend à partir de ses propres moyens. Le projet des 1000 bus dépasse désormais le cadre d'une politique publique strictement nationale. Il devient un point de référence pour celles et ceux qui s'interrogent sur les alternatives possibles au modèle de développement fondé sur l'endettement extérieur. Sans être exportable telle quelle, l'expérience menée à Ouagadougou nourrit une réflexion plus large sur la capacité des États à mobiliser leurs ressources internes de manière visible, contrôlée et socialement utile. Cette expérience invite à un débat plus nuancé que les oppositions habituelles. Elle montre qu'il existe des marges de manœuvre, même sous contraintes sécuritaires, mais que ces marges exigent discipline, transparence et acceptation du risque. Elle rappelle surtout que chaque choix économique implique des arbitrages clairs, dont les effets se mesurent autant dans la vie quotidienne que dans les équilibres financiers. Pour les observateurs, les chercheurs, les décideurs et les citoyens engagés, le cas burkinabé ouvre un espace de discussion plutôt qu'un modèle clé en main. Il pose des questions sur la souveraineté, la résilience et la responsabilité publique sans fournir de réponse définitive. La valeur de cette initiative réside peut-être moins dans son issue finale que dans les interrogations collectives qu'elle suscite. À votre échelle, comment interprétez-vous cette tentative et quelles leçons méritent, selon vous, d'être débattues collectivement?